Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, s'est rendu successivement à Bukavu au sud Kivu et à Goma au nord Kivu pour terminer son voyage diplomatique au Rwanda. Sa mission, s'enquérir de la situation qui prévaut dans l'est de la RDC. Une mission peu appréciée par les rebelles du M23 qui se targuent aujourd'hui d'être appuyés par l'opposition congolaise contre le gouvernement de Kinshasa. De Goma, le reportage de notre correspondant Primo Pascal Rudahigwa. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, a condamné toute initiative de vouloir déstabiliser les institutions de la République démocratique du Congo. La condamnation absolue, qui est celle de la Belgique, mais aussi, je crois, de la communauté internationale, à l'égard de toute rébellion ou de toute volonté de s'opposer aux autorités démocratiques de la République démocratique du Congo et de porter atteinte à l'intégrité de son territoire. Cela vise bien entendu le M23, mais ça peut viser aussi d'autres groupes qui auraient le même type d'attitude. La condamnation est absolue en la matière. Il n'a pas mâché ses mots pour condamner également les négociations et l'intégration des groupes armés au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Une des erreurs commises probablement ces dernières années, et parfois d'ailleurs à l'initiative et à la demande de la communauté internationale, a consisté à négocier et à intégrer systématiquement des rebelles, des mutins, dans les forces armées congolaises. On ne peut pas impunément, sans cesse, agir de la sorte. À force d'intégrer des indisciplinés, on a finalement intégré l'indiscipline. Il faut retrouver une logique de force armée congolaise ayant une seule et même logique de commandement et un seul objectif, et non pas une sorte d'accumulation parfois de seigneurs de guerre qui croient pouvoir prendre possession d'une partie du territoire. Le bureau politique du M23 n'est pas d'accord avec cette démarche. Professeur Stanislas Baleke, ministre de l'Environnement et porte-parole politique du M23. Ce n'est pas aux étrangers de nous dire ce que nous devons faire de notre pays. C'est le pays que Dieu nous a donné, nous n'avons pas un autre pays. Et donc, c'est à nous de décider de l'avenir de notre pays. Quand les gens passent 3 jours sans manger ici au Congo, ce n'est pas les étrangers qui viennent leur donner à manger. Quand les jeunes Congolais n'ont pas d'emploi et du travail, ce n'est pas les étrangers qui leur donnent de quoi manger. Et je pense que les étrangers, ils organisent bien leur pays, ils n'ont qu'à organiser leur pays. Ici, c'est au Congo qu'on nous laisse aussi organiser notre pays. Et nous nous tenons à la Constitution qui stipule que tout Congolais a le droit de s'opposer par tous les moyens à un pouvoir qui refuse de respecter le peuple. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a pour sa part salué les efforts en cours de la Belgique et de toute la communauté internationale pour remettre de l'ordre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et surtout les remercier de tous les efforts que la communauté internationale ne cesse de faire pour appuyer le processus de paix de notre pays de manière à ce que nous puissions sortir de ces bourbiers. Malgré ces efforts diplomatiques, le M23 bénéficierait déjà du soutien de l'opposition congolaise pour défier le gouvernement de Kinshasa. Professeur Stanislas Baleke. Nous avons le soutien de presque tous les partis de l'opposition. Et cela s'est manifesté la semaine dernière lorsque le Premier ministre a demandé à ce que l'opposition puisse venir siéger autour de lui pour qu'il discute sur l'avenir de l'Est ou la question de la sécurité à l'Est. Vous connaissez la réponse des opposants. Et tout simplement pour montrer que les opposants sont d'accord avec nous. Mais ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Et voilà pourquoi ils restent silencieux. Qu'on mette à la surface la vérité sur les élections du 28 novembre 2011. Et toutes ces questions-là, nous allons les débattre. Et s'ils acceptent de quitter le pouvoir pour pouvoir laisser aux gens qui ont été élus, en ce moment-là, je pense qu'il n'y aurait plus de raison de se battre. Goma, Primo Pascal Rudahigwa, la voix de la mer. Thiongo, citoyen journaliste VOA à Kananga. L'insécurité refait surface sur la ville. Le week-end, on a assisté à une mort crapuleuse d'une dame qui a été morte dans des conditions très claires, dans les tiraillements avec la police qui voulait assainir la ville. La dame est tombée subitement et elle est morte. Et c'est encore un cas qui est en train d'être suivi par les services de sécurité. Et c'est dimanche, on assiste encore à un mort comme ça, un monsieur qui a été assassiné toujours sur la ville de Kananga. Là, ce sont des bandits à main armée qui sont venus dans les échanges, les messieurs résistaient et ces bandits l'ont achevé. Vraiment, 2 jours successifs, 2 morts sur la ville, ça inquiète un peu la population et la population ne souhaite que la paix, en appel à l'intervention des services de sécurité pour la sécurité des personnes de leur bien. Voilà un peu ce qui fait l'actualité pour le moment sur la ville de Kananga. C'est jadis Léandre Katoluba pour la Voix de l'Amérique, journaliste citoyen. Présentement en Ituri,
On note quelques incidents d'insécurité, souvent causés par des miliciens, quelques poches de miliciens, des inciviques, et qui attaquent même les camps de militaires FARDC, donc les militaires de l'armée congolaise. Et on signale évidemment des attaques aussi contre des camions de commerce sur les grandes artères qui mènent vers la ville de Bunia, surtout par des miliciens bien évidemment. Vers le territoire de Djougou, situé à quelques distances de la ville de Bunia. On a noté la semaine passée des attaques des miliciens contre les camps de FARDC. Et sur la route de Kisangani, à quelques distances de Bunia, on a noté aussi des incidents de militaires qui ont attaqué un convoi, un corps de sécurité de militaires qui venait vers Bunia pour la manifestation de l'église catholique. Ces militaires ont été attaqués, ils n'étaient pas à grand nombre. Et comme ils venaient la nuit, ils ont pu rebrousser chemin, vite repartir. Et c'était évidemment dans le cas de Poulou, la réserve à faune des Poulou, où on a retrouvé les gangsters Morgan avec ce homme. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Dans l'est de la République démocratique du Congo, celle du M23, Didier Reynders s'est entretenu à ce sujet avec le président rwandais Paul Kagame hier. Et le ministre belge des Affaires étrangères a également rencontré son homologue Louise Mushikiwabo. Sa visite de 48 heures au Rwanda a été consacrée au conflit puisque Kigali est accusé de soutenir la rébellion du M23. Les autorités rwandaises démentent. Didier Reynders les appelle donc à prouver qu'elles ne sont pas une partie du problème sous peine de sanctions internationales. À Kigali, Stéphanie Aglietti. Ouverture au dialogue mais fermeté. C'est ainsi que peut se résumer la position belge à l'égard du Rwanda. Si le ministre des Affaires étrangères laisse à Kigali le bénéfice du doute quant à son implication dans le conflit dans le Nord Kivu, en ne suspendant notamment pas le versement de son aide au développement de manière isolée, comme l'ont fait plusieurs pays occidentaux, Didier Reynders a haussé le ton face à Kigali. Il est urgent de prendre des initiatives et si ce n'est pas le cas, il y aura une escalade. Et ce, pas seulement sur le terrain, mais peut-être au niveau international. La Belgique attend les discussions qui vont avoir lieu au Conseil de sécurité de l'ONU et au comité de sanctions dans les prochains jours. Mais s'il en ressort une volonté de sanctions au niveau international, nous y participerons. En réponse, son homologue rwandaise, Louise Mushikiwabo, a affirmé que le Rwanda prendra toutes les mesures nécessaires et collaborera avec les pays de la région des Grands Lacs. Cette semaine, elle sera au siège de l'ONU. Je me rends à New York, car comme vous le savez, le Rwanda n'a pas eu l'opportunité de donner son point de vue. Le Rwanda souhaite sincèrement devenir une partie de la solution. Nous ne pouvons pas faire autrement, car la paix et la stabilité au Congo est aussi bénéfique pour le Congo que pour le Rwanda. En attendant, les chefs d'État de la région se sont donné rendez-vous à Kampala début septembre pour rediscuter de la mise en place d'une force neutre internationale. Stéphanie Aglietti, Kigali, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le ministre belge des Affaires étrangères en visite dans la région des Grands Lacs a préconisé à Lubumbashi, dans l'est de la République démocratique du Congo, des sanctions concertées contre le Rwanda mises en cause dans l'aide aux rebelles congolais du M23. Didier Reynders, qui a rencontré le président Joseph Kabila à Kinshasa, se prononce à la lumière des décisions déjà prises par les États-Unis, pour ne citer que ce partenaire privilégié, des décisions au sujet desquelles il donne son avis ici. Didier Reynders. J'ai entendu l'annonce américaine de suspension de l'aide. Si je ne me trompe, elle porte sur $200 000. Je ne pense pas que ça fasse une pression particulièrement importante. Moi, je préfère travailler avec une coordination. Et donc, si des mesures doivent être décidées à un moment donné, qu'elles le soient décidées tous ensemble, dans l'Union européenne, c'est ce que nous discuterons au début du mois de septembre, ou aux Nations Unies. Mais des actions isolées de mesures prises par un pays ou par un autre, très souvent, cela ressemble à des effets d'annonce. Pour l'instant, nous privilégions le dialogue, comme d'ailleurs les pays de la région le font. Je rappelle que encore à Kampala, les chefs d'État ont signé le même document, que ce soit le président congolais ou le président rwandais ou leurs collègues. Ils ont signé les mêmes documents avec les mêmes intentions de mise en place d'une force internationale et de participer à la pacification. Maintenant, ce que je souhaite vérifier sur le terrain et puis en contact avec mes collègues, c'est que cette pacification intervient réellement et que donc chaque pays fait des efforts pour aller dans ce sens. Je l'ai demandé au président Kabila pour ce qui concerne la réforme de l'armée, la réforme des administrations au Congo, mais je le demanderai de la même façon aux autorités rwandaises dans les prochains jours. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abritera le prochain sommet de la francophonie. Certains estiment que la participation des chefs d'État étrangers au sommet reviendrait à une approbation du régime contesté de Joseph Kabila. Faux, de l'avis d'Albert Moleka, le porte-parole de l'UDPS, principal parti d'opposition, qui estime que ce ne sont pas les invités du sommet qui donneront sa légitimation au président congolais.
Nous pensons plutôt la légitimation d'un chef se fait par son propre peuple. La venue d'un chef de l'État, et en l'occurrence François Hollande, est une question d'abord, je dirais presque de politique intérieure. C'est-à-dire François Hollande fera le déplacement ou non selon les intérêts de la France par rapport à la francophonie. Pas tellement les intérêts de la France par rapport au Congo, quoique il faut quand même savoir qu'un chef de l'État s'occupe quand même d'abord des intérêts de son pays, et la France a certains intérêts dans la République démocratique du Congo et vise d'autres intérêts, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine pétrolier. Autre avis, celui de Nestor Boma Bahete. Il est le coordonnateur du Centre pour la paix et des droits de l'homme à Goma, dans l'est de la RDC. Il se dit favorable à la tenue du sommet à Kinshasa et à la venue du chef de l'État français, quoi qu'en dise certains. Cette polémique, c'est une polémique politique. En tout cas, la population congolaise voudrait que François Hollande arrive ici. Selon lui, il est important que la France et les États européens en général participent au sommet de la francophonie pour signaler deux choses: leur intérêt pour la population congolaise et leur condamnation ferme du soutien des rebelles du M23 par le Rwanda. Nestor Boma Bahete espère que ce regain d'intérêt international pour le Congo permettra aussi d'adopter des résolutions pour améliorer la situation des défenseurs des droits de l'homme qui sont souvent menacés dans sa région. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. À la tenue en octobre prochain du sommet de la francophonie à Kinshasa, encore moins à la présence lors de l'événement dans la capitale congolaise du chef de l'État français François Hollande, qui a hier, lorsqu'il rencontrait quelques 200 diplomates à l'Élysée dans le cadre de la traditionnelle conférence des ambassadeurs, affirmé qu'il sera bien à Kinshasa pour prendre part à ce forum des pays ayant en partage l'usage de la langue française. Tout en avançant qu'il ouvre désormais ce qu'il qualifie de nouvelle politique africaine de la France, le président français, qui souhaite développer la diplomatie économique avec l'Afrique, a annoncé qu'il rencontrera des responsables d'ONG, de la société civile et de l'opposition congolaise. Une décision qui semble soulager ses homologues ivoiriens Alassane Dramane Ouattara et sénégalais Macky Sall. Macky Sall qui est rentré précipitamment de Johannesburg pour suivre sur place au Sénégal l'évolution de la situation dans le pays, victime d'inondations qui emportent des maisons et tuent des êtres humains, y compris à Dakar, la capitale. La décision de François Hollande de se rendre au sommet de la francophonie en octobre à Kinshasa, si elle est bien perçue par les autorités congolaises, qui y voient une façon de leur rendre justice, est regardée d'un très mauvais œil par l'opposition, surtout celle proche de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui réclamait la délocalisation du dit sommet au moment où une association de Français d'origine congolaise saisissait la justice à Paris pour tenter d'en empêcher la tenue. La ministre française déléguée à la francophonie, de passage récemment à Kinshasa, avait, elle, jugé important de maintenir le sommet en République démocratique du Congo. Suivons ce que disait à ce sujet Yamina Benguigui. Je viens voir toutes les infrastructures, je viens rencontrer des personnes de la société civile. Voilà, ça va être 3 jours assez denses pour pouvoir faire un compte-rendu. J'espère que le président François Hollande sera là. Il attend mon compte-rendu. Il n'y a pas de changement. Ce sommet se tiendra vraiment. Je suis là aussi pour faire taire un peu les rumeurs. Et la rumeur est toujours là pour mourir. J'ai rappelé au Premier ministre que le président François Hollande ne s'était pas exprimé. Donc on lui fait dire des choses qu'il n'a jamais dites, jamais prononcées. Il était d'accord avec moi. Pour l'instant, nous supputons sur des rumeurs. Nous sommes dans la même voie, nous sommes là pour la francophonie, nous sommes dans le pays, le plus grand pays francophone. C'est très important. J'ai aussi dit que la langue française était aussi une langue égalitaire. Toujours à propos de la République démocratique du Congo, a signalé la collecte de 10 millions de signatures par les chefs de confession religieuse du pays qui entendent ainsi s'opposer à la guerre dans l'Est. La liste des noms répertoriés sur le fichier sera transmise au secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon ainsi que le texte reprenant les motivations de ces derniers. Cela viendra en sus de la marche organisée par plusieurs milliers de chrétiens catholiques qui disaient non à la guerre et à la balkanisation du Congo. Il n'y a pas que cela pour inquiéter aujourd'hui la présence du colonel déserteur John Chibang
qui occupait le poste de chef d'état-major de la 4e région militaire des forces armées congolaises au Kasaï occidental, préoccupe au plus haut point les autorités de la province. Hippolyte Mutombo Bobé, le ministre congolais de la presse, porte-parole du gouvernement provincial, qui invite la population à la vigilance, est au micro de nos confrères de la radio Okapi. Depuis l'annonce de sa défection et la découverte de sa présence à Benakalonga, groupement de Bakwachia, le colonel Chibangu est traqué par nos forces de sécurité pour atteinte à la sûreté de l'État en composant avec les agresseurs rwandais. À ce jour, 2 personnes, à savoir le chef de la localité de Benakalonga et M. Fortunat Kassonga, directeur de la chaîne de radio-télévision du Sud Kasaï à Miabi, sont au verrou pour avoir reçu et logé le colonel rebelle. Nous tenons ici et maintenant à inviter toute notre population à redoubler de vigilance et à dénoncer au poste de police le plus proche toute personne suspecte et surtout éviter de se laisser leurrer par des politiciens à mal de positionnement. La guerre n'est pas bonne. Nous n'avons pas besoin de voir notre population tuée, immigrée, nos mamans violées, les ménages déstabilisés au nom des agendas cachés de certains politiciens. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Oui, rentrée diplomatique hier à Paris, comme chaque année. Le président de la République invite tous les ambassadeurs français au palais de l'Élysée. Et pour François Hollande, c'était une grande première. 45 minutes de discours, au menu la Syrie, le Proche-Orient, l'Afrique et l'occasion de mettre fin à un suspense. François Hollande a tranché. Il se rendra bien en République démocratique du Congo pour le sommet de la francophonie du 12 au 14 octobre prochain. Mais pour ne pas servir de caution au régime de Joseph Kabila, le président français promet de tout dire et de rencontrer l'opposition. La RDC estime que la venue du président français à Kinshasa rend justice au peuple congolais. La décision française a été annoncée hier à Paris par le président Hollande lui-même devant les ambassadeurs, on l'a dit. C'est donc la fin d'un suspense, mais la décision finale de François Hollande n'étonne pas les autorités de Kinshasa. King Kemulumba est le ministre congolais des PTT et l'un des porte-parole du gouvernement congolais. La venue de François Hollande, une surprise ? Surpris ? Non. Il n'y a jamais eu un sommet sans la présence du président français. Il a annoncé qu'il va rencontrer l'opposition. Comment est-ce que vous réagissez à cela ? Ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant étranger se rend au Congo ou ailleurs pour rencontrer aussi bien les hommes du pouvoir que les hommes de l'opposition. L'opposition est institutionnelle. Le président Hollande peut rencontrer qui il veut. S'il estime devoir rencontrer Etienne Tshisekedi, il le rencontrera. Le président semble dire qu'il va énoncer quelques vérités et certaines vérités ne seront pas toujours bonnes à entendre. Est-ce que vous vous préparez à quelques mots qui pourraient être durement ressentis de votre côté ? Les amis sont ceux qui vous disent toujours la vérité. Alors si le président Hollande vient nous dire des vérités, nous serons là pour l'entendre. Le ministre congolais des PTT au micro de Bruno Minas. Qui est en direct avec nous, Bruno à Kinshasa. Bruno, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, on l'a dit, c'est donc la fin du suspense sur la présence ou non du président français. Certains dans l'opposition et dans la société civile congolaise ont milité contre sa venue, mais il n'était pas majoritaire, ce qui a facilité du coup la décision de l'Élysée. Oui, il n'y avait pas d'unanimité dans l'opposition, ni dans la société civile contre la venue de François Hollande, et la ministre de la francophonie, Yamina Benguigui, l'a bien compris, et elle l'a dit d'ailleurs lors de son passage fin juillet à Kinshasa. En fait, on espérait un boycott par le président français chez les soutiens d'Etienne Tshisekedi, qui se sont surtout mobilisés à l'extérieur, notamment en France et au Canada, où réside une importante diaspora congolaise. Il est à noter d'ailleurs que ce débat a touché le Canada exactement dans les mêmes termes. Un mois avant Yamina Benguigui, son homologue canadien ministre de la francophonie, Bernard Valcourt, est venu à Kinshasa, et quand il est reparti, on ne savait pas encore si le numéro 1 canadien, le Premier ministre Stephen Harper, viendrait, puis finalement il viendra, et tout cela donc se passe pratiquement dans les mêmes termes que pour François Hollande et la France. Et du côté des hommes politiques d'opposition, on attend de François Hollande qu'il soit ferme dans ses convictions affichées. Oui, alors Vital Caméré, que j'ai eu ce matin au téléphone, l'ancien président de l'Assemblée qui est passé à l'opposition, affirme ce matin que la France est souveraine dans ses décisions, qu'il y a une crise de légitimité du pouvoir ici en RDC, que les droits de l'homme ne sont pas respectés. Il rappelle au passage que l'Union européenne a boycotté l'Euro de football en Ukraine pour beaucoup moins que ça, et il attend maintenant que François Hollande qu'il prenne des positions fermes. Il doit être clair, dit-il, sinon il ne pourra pas se sentir à l'aise pour faire une fête culturelle à Kinshasa.
Kinshasa. Pour sa part, autre réaction, celle du député d'opposition Martin Fayoulou, qui se déclare satisfait de la déclaration de François Hollande hier, et il espère que le président français va aider à avancer concrètement sur la démocratie, sur les droits de l'homme, sur la libération des détenus d'opinion, la bonne tenue du procès Chebeya, par exemple. Alors, la société civile aussi, les très nombreuses ONG du Congo attendent beaucoup de la présence du président français. Oui, alors là, il est difficile de citer tout le monde parce qu'ils sont effectivement considérablement nombreux. Mais bon, prenons par exemple cette réflexion ce matin du leader de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, qui se déclare satisfait de cette rencontre programmée avec François Hollande et résume en fait sa position par une question. Qu'est-ce que cela changerait en RDC si François Hollande avait dit qu'il ne venait pas? Bruno Minas, en direct à Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. RDC, selon Radio Okapi, une centaine de jeunes volontaires se sont présentés aujourd'hui à Goma, dans le Nord Kivu, pour s'enrôler au sein de l'armée congolaise dans le cadre de l'opération de recrutement lancée début août pour augmenter l'effectif des forces armées et lutter contre le mouvement armé M23, entre autres rébellions. Le chargé de recrutement, le colonel Mouicho Wabatei, a précisé que les recrues suivront une formation dans le Bas-Congo et au Katanga. Il a par ailleurs indiqué que plusieurs sites de recrutement sont mis en place au Nord Kivu, notamment à Karisimbi, Goma, Kibati, Sake et Tongo. D'autre part, ajoute la radio onusienne, lors d'une visite en province orientale, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a déclaré que les députés se pencheront sur la question de la situation sociale des militaires avant de voter un budget conséquent pour l'armée. Pour rappel, les rebelles du M23, composés de nombreux déserteurs, disent justement avoir pris les armes, en partie à cause des mauvaises conditions dans l'armée de Joseph Kabila. Voici le porte-parole du M23, le professeur Stanislas Baleke, qui fait le point sur la position du mouvement politico-militaire dans l'est de la RDC. En fait, nous avons mis en place une structure politique qui représente la dimension politique et militaire du mouvement. Et désormais, nous avons un porte-parole du mouvement que je représente et qui a en charge toute la communication du mouvement et ce qui ne remplace pas le département de la communication. Aujourd'hui, pourriez-vous nous dire quelles sont vos positions sur le plan militaire? Sur le plan militaire, nos positions sont restées intactes depuis la rencontre de la CRGL à Kampala et la rencontre d'Addis Abeba en Éthiopie et la rencontre des ministres de la Défense à Goma. Nous sommes restés sur Kibumba à 20 km de Goma, nous gardons Rutshuru, Kiwanja, et puis nous sommes vers le Grand Nord, et de l'autre côté, nous sommes à la frontière de l'Ouganda, Bunagana. On n'a pas bougé nos positions au plan militaire, attendant que nos amis puissent revenir à la région. Est-ce qu'il y a eu des combats récemment? Il n'y a pas eu de combat, en tout cas, jusqu'à présent. Nous attendons à ce que le gouvernement puisse répondre à l'appel que nous avons lancé pour les négociations. Est-ce que vos revendications sont toujours les mêmes? Et si oui, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous les rappeler? Nos revendications sont toujours les mêmes, mais elles tiennent compte de l'évolution sociopolitique de notre pays. D'abord, c'est la situation socio-économique des militaires, la reconnaissance des grades des militaires issus de l'ancien mouvement et puis du CNDP et des autres groupes armés dont le gouvernement n'a pas respecté. Nous avons eu des élections le 28 novembre 2011 qui ont été remportées par Étienne Tshisekedi Mulumba et dont on n'a pas reconnu son élection et nous revendiquons à ce que cette élection soit réactualisée. Et d'autre part, nous voudrions à ce que la situation socio-politique économique des Congolais puissent changer parce qu'il est absolument impossible d'évoluer dans une telle situation où on se retrouve. Non seulement la RDC, le gouvernement de la RDC, mais également la communauté internationale maintenant vous accuse de lien avec le Rwanda. Votre réaction? Non, cette histoire du Rwanda, c'est une fabrication du gouvernement de la RDC. Je pense qu'il n'y a aucune preuve qui prouve que le Rwanda est avec nous. Et la seule chose sur laquelle ils s'appuient, c'est un certain nombre d'effets qu'ils ont monté eux-mêmes pour aller raconter des histoires à la radio. Mais en ce qui nous concerne, il y a toutes les organisations sont passées sur place. Il n'y a aucune qui a montré la moindre tentative de preuve comme quoi le Rwanda nous soutient. C'est une fabulation. On écoutait le professeur Stanislas Baleke, porte-parole du mouvement du M23. Comme chaque jour, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC.
C'est Irène Mbombo, journaliste citoyenne de Kananga. Ici à Kananga, il y a un journaliste qui venait d'être arrêté par les services de renseignement appelé communément ANER. Alors, selon les rédocs de l'ANER, le journaliste doit être tout d'abord coffré là-bas, le temps qu'il recherche les informations concernant les motifs pour lesquels il est arrêté. À vrai dire, le motif de son arrestation n'est pas encore dévoilé jusque-là. Autre chose, c'est que les programmes redevabilité du secteur de la sécurité et de la réforme de la justice a recyclé les formateurs dans la doctrine police de proximité. Rémi Bouroko, journaliste citoyen de Bukavu, province du Sud Kivu. Bon, ici, chez nous, nous sommes en train d'attendre le corps d'un grand professeur, et il était maître, le révérend Georges Defour, qui avait participé à la création de l'USDR Bukavu. Et c'est lui qui a fondé le mouvement Xaveri. Maintenant, il est décédé. Nous, ici à Bukavu, toute la population est mobilisée pour attendre son corps. Hier, on a organisé une journée de réflexion à l'USDR Bukavu, où il avait donné cours, il était DG. Et maintenant, tout le monde est à l'attente de son corps parce que c'est un monument pour la province du Sud Kivu en général et pour la ville de Bukavu, où il a beaucoup exercé comme prêtre d'abord, comme enseignant et aussi comme fondateur de beaucoup de mouvements des jeunes. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le Rwanda a envoyé une délégation à New York pour se défendre devant le comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce comité doit déterminer comment et qui sanctionner pour faire pression sur le M23. Cette nouvelle rébellion déstabilise depuis des mois l'Est de la République démocratique du Congo. Et en juin dernier, après enquête, des experts des Nations Unies ont fait état de leurs soupçons sur des liens entre le Rwanda et les rebelles, allant ainsi dans le sens des accusations qui avaient été formulées par Kinshasa, alors que Kigali a toujours démenti soutenir le M23. Et hier, à nouveau à New York, les autorités rwandaises ont exposé leurs arguments. Karim Lebourg. Le comité des sanctions du Conseil de sécurité a voulu entendre les trois parties concernées par le rapport de l'ONU à l'origine de la polémique. Le Rwanda, la RDC et les experts de l'ONU qui ont rédigé ce rapport. Un conseiller du président Paul Kagame a présenté la réponse du Rwanda. Il a notamment affirmé que le camp militaire pointé par les experts est censé abriter des rebelles du M23 près de l'aéroport de Kigali n'est pas adapté à des entraînements et que les munitions trouvées dans l'arsenal du M23 ne sont pas du même type que celles utilisées par l'armée rwandaise. Des arguments fragiles, ont répliqué les experts de l'ONU. Dans la salle, plusieurs diplomates ont jugé la défense du Rwanda peu convaincante. Le ministre congolais Raymond Tshibanda a demandé que le Conseil de sécurité sanctionne les responsables rwandais. Selon un diplomate, le comité pourrait choisir de sanctionner le M23 plutôt que de s'en prendre directement à Kigali. La ministre rwandaise Louise Mushikiwabo et son homologue congolais seront entendus séparément ce mercredi par le Conseil de sécurité. Karim Lebourg, New York RFI. À Kinshasa, les organisateurs du sommet de la francophonie sont soulagés après la confirmation de la venue du président français François Hollande. Le président français a en effet annoncé qu'il se rendrait bien en octobre prochain à Kinshasa, alors que depuis des mois, l'opposition congolaise et des ONG de défense des droits de l'homme lui demandent de boycotter la rencontre pour ne pas cautionner la politique de Joseph Kabila. Finalement, donc, François Hollande sera présent et il reste beaucoup à faire, Bruno Minas. L'annonce de la venue de François Hollande a redonné un coup de tonus aux organisateurs du sommet, à commencer par le commissaire général, l'historien Isidore Ndaiwel. Il a été bien soulagé de la décision du président français, même s'il affirme n'avoir jamais vraiment cru à un boycott. Le sommet a eu du plomb dans l'aile. Il y a même eu un moment, fin juillet, où le président Kabila avait décidé de jeter l'éponge et d'abandonner la francophonie en rase campagne, pas seulement à cause des menaces de boycott, mais aussi parce que la guerre à l'Est coûte cher et que le sommet coûte cher aussi. Il était à deux doigts d'annoncer l'annulation. Ses ministres ont réussi à le convaincre de changer d'avis. Cela dit, il faut maintenant mettre les bouchées doubles. Les sites du sommet, le Palais du Peuple et le Stade des Martyrs sont en plein travaux. La route de l'aéroport avance assez vite. Pour l'hébergement, de nombreux hôtels sont déjà réquisitionnés et d'autres poussent comme des champignons. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Ce soir, la République démocratique du Congo, l'ONU a indiqué ce mercredi enquêter sur des massacres ayant fait des centaines de tués au début du mois sur le territoire de Masisi, au nord Kivu, dans l'est de la RDC. Des allégations portant sur plusieurs centaines de morts sont en train d'être vérifiées, a déclaré la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Nevi Pillay, dans un communiqué diffusé à Genève. Sur le terrain, le responsable du bureau conjoint aux droits de l'homme de l'ONU en RDC nous dit que la situation actuelle est particulièrement préoccupante. Scott Campbell explique. Ce qui nous inquiète et ce qui rend la situation quand même un peu différente par rapport auparavant, c'est le fait qu'il y a un niveau de tuerie et de violation des droits de l'homme que nous n'avons pas vu depuis plus d'une année. Il s'agit des groupes armés qui attaquent les civils qui considèrent les dépendants de leurs ennemis, donc des autres groupes armés, donc des combattants. Ces groupes armés qui attaquent principalement des femmes, des enfants, qui sont les dépendants de leurs ennemis combattants des autres groupes armés. Ce qui nous inquiète de plus, c'est que dans cette zone, nous avons vu cette tendance depuis le début avril. Et il y a un rapport avec la mutinerie qu'on appelle M23 à l'est du pays. Et cette mutinerie a exigé que les forces de sécurité nationales, donc l'armée congolaise, et même certaines forces de la MONUSCO se déplacent pour protéger la population civile. Donc on tire la sonnette d'alarme sur cette situation. Nous avons demandé aux autorités de l'armée nationale de déployer des militaires dans cette zone et nous sommes encouragés par leur réponse. Quant à la MONUSCO, qu'en est-il de sa présence? Oui, la MONUSCO appuie la FARDC, donc l'armée nationale, dans ses efforts des deux côtés. Il paraît qu'il y a quand même un problème de protection des populations civiles, en dépit de cette présence militaire. Tout à fait, il y a des problèmes de protection des civils, effectivement, à travers l'est du pays. Et le mouvement M23, avec la nouvelle menace qu'elle a créée, a résulté dans le redéploiement des forces nationales et de la MONUSCO de plusieurs zones à l'est, chose qui a créé des vides sécuritaires et plusieurs groupes armés ont profité. Parce qu'effectivement, il y a des besoins de protection civile qui dépassent les forces de sécurité nationales. Et bien sûr, la MONUSCO ne peut pas être partout tout le temps. Donc, on a redoublé les patrouilles dans cette zone au sud du Nord Kivu. On a facilité l'accès aussi pour les acteurs humanitaires. On va appuyer les autorités nationales avec le redéploiement de leurs troupes pour sécuriser la zone, la population où les incidents ont eu lieu. Et en même temps, nous exigeons qu'il y ait des enquêtes judiciaires, en plus de nos enquêtes de droits de l'homme, pour déterminer qui exactement est responsable parmi ces groupes armés pour les violations et que ces gens soient traduits devant la justice. Quelle solution à long terme peut-on envisager? À long terme, bien sûr, il faudrait que la présence de l'État soit établie. Dans une première phase, il faudrait une présence militaire, c'est clair, pour faire face aux groupes armés. Et à la long terme, il faudrait les institutions de justice et d'État de droit. Donc, il faudrait que la police nationale congolaise soit déployée aussi dans cette zone et les institutions civiles, les institutions de justice soient établies dans cette zone. Certainement, il faudrait aussi un grand travail au niveau des communautés pour la réconciliation et le règlement des conflits. Mais sans une autorité étatique pour faciliter ce processus, c'est difficile d'envisager une solution à long terme. Scott Campbell du Bureau conjoint aux droits de l'homme de l'ONU en RDC. Les récentes attaques contre les civils dans l'est de ce pays seraient liées à l'émergence d'un nouveau groupe rebelle Mai-Mai, les Raya Mutomboki, partis en croisade contre les rwandophones. C'est ce que nous dit Thierry Virkoulan de l'International Crisis Group. Ce groupe s'est implanté d'abord dans le territoire de Walikale et puis a commencé à remonter dans le territoire de Masisi. Donc les dernières déclarations de l'ONU sont liées en fait à ce mouvement des Raya Mutomboki vers le Masisi, mais il y a déjà eu des tueries dans le Walikale. Ce n'est pas chose nouvelle. Non, c'est la preuve qu'on tourne en rond dans le Nord Kivu en termes de protection des populations civiles et qu'on n'a fait aucun progrès dans ce domaine-là. Les Raya Mutomboki, leurs exactions ont été signalées depuis plusieurs mois. C'est dommage que ce soit seulement au mois d'août qu'on se saisisse du problème. Parlons de ces groupes que poursuivent les Raya Mutomboki, les FDLR plus précisément. Les Raya Mutomboki sont une sorte de réaction locale contre les FDLR, mais très vite, ils ont décidé de cibler tous les rwandophones
tous les Hutus et les Tutsis, de les chasser de leur territoire. Donc les exactions dont on parle sont en fait liées à ça. Elles s'exercent surtout contre des populations civiles désarmées. Mais pour quelqu'un qui est hors de la RDC, comment comprendre l'interaction entre ces différents groupes qui sont actifs dans l'Est? Je crois que c'est surtout une question de contrôle territorial. Comme je le disais, les Rayamutomboki sont une réaction au FDLR. On est vraiment dans des logiques de contrôle territorial. Clairement, les Maïmaï sont le résultat du manque de sécurité dans les zones rurales, dans la profondeur rurale de la RDC. La sécurité n'est pas fournie par l'armée, même quand elle est là, et l'armée congolaise a quitté un certain nombre de territoires pour aller se concentrer contre le M23. Ces milices Maïmaï remplacent ce vide sécuritaire. Il y a de nombreux rapports des ONG et des Nations Unies qui montrent que l'armée congolaise non seulement n'assure pas la sécurité des populations civiles, mais est une source d'insécurité pour les populations civiles. Thierry Vircolon de l'International Crisis Group. Place maintenant à la rubrique quotidienne des 100 citoyens journalistes en RDC. Depuis Kananga au Kasaï occidental. L'actualité ici chez nous, Kasaï occidental à Kananga, est dominée par l'interpellation depuis hier d'un journaliste de la radio confessionnelle locale, Pierre Sosan Kambidi, qui avait été embarqué dans une jeep appartenant à l'Agence nationale des renseignements. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles sur les motifs de son interpellation. Seulement, d'après l'ONG Journalistes en danger, il serait reproché d'avoir diffusé et traité les informations en rapport avec les colonels qui a fait défection au sein des FARDC pour le Kasaï occidental. Jolie Kamuntu, citoyenne journaliste du Sud Kivu. À Bukavu, l'actualité est dominée par la plainte des hommes d'affaires du Sud Kivu. Une plainte faisant foi que les conteneurs contenant des marchandises sont volés et détournés dans la ville de Daré. L'actualité, c'est également la présence dans la ville de Bukavu des députés nationaux élus de cette ville. Ils étaient à Kinshasa, ils sont en vacances parlementaires ici à... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a reçu hier les chefs de la diplomatie de la République démocratique du Congo et du Rwanda. L'occasion pour chacun des représentants de Kinshasa et Kigali de répéter la position de leurs gouvernements respectifs sur la crise dans l'est de la RDC. Depuis des mois, le M23 déstabilise la région frontalière des deux Kivu et Kinshasa accuse Kigali de soutenir les rebelles, accusation toujours démentie par le Rwanda. Mais dans un rapport rendu public en juin, des experts de l'ONU ont mis en évidence des liens entre la rébellion et la hiérarchie militaire rwandaise. Hier à New York, la ministre rwandaise Louise Mushikiwabo a de nouveau dénoncé le contenu de ce rapport. Karim Lebourg. Pour le Rwanda, cette audience devant le Conseil de sécurité était l'occasion de s'expliquer et de limiter les dégâts diplomatiques causés par le rapport des experts de l'ONU. La ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a accusé le chef des experts, l'Américain Steve Edge, de mener une vendetta contre le Rwanda et a dénoncé la décision de plusieurs pays de suspendre leur aide. L'aide au développement ne devrait pas être utilisée comme un instrument de chantage, ce qui est le cas dans cette crise congolaise. Il serait plutôt temps de vraiment examiner ces accusations. Ce n'est pas parce qu'on continue d'accuser que finalement le Rwanda va céder et dire oui, on est en train de soutenir une rébellion au Congo. C'est pas vrai. Pour l'heure, les membres du Conseil de sécurité soutiennent les conclusions des experts. Sous couvert du huis clos, ils ont adressé un message très ferme à Kigali. Le Rwanda doit cesser tout soutien aux rebelles et respecter la souveraineté de la RDC. L'ONU compte sur la rencontre entre les présidents Kabila et Kagame la semaine prochaine à Kampala pour faire baisser les tensions. Karim Lebourg, New York RFI. Et une délégation de plusieurs chefs religieux congolais est en route cette nuit vers New York. Ils veulent remettre aux Nations Unies une pétition qui a circulé le mois dernier dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces responsables religieux veulent que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne des mesures et documente toutes les interventions du Rwanda sur le sol congolais pour que des actions en justice soient menées, ce sont leurs termes. Et Donatien Nsolé, premier secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo, adresse également un message à Kigali. Aux autorités rwandaises, les églises demandent de collaborer pour l'intégrité et la paix au Congo, qu'ils cessent d'être avec les rebelles qui nuisent à notre pays. Nous croyons qu'ils sont des hommes, image de Dieu, qui ont une conscience
Quand tout un peuple, à plus forte raison, les croyants de tous les pays se mettent ensemble pour parler, ça signifie qu'il y a un message fort. Nous croyons à leur bonne foi et nous croyons qu'ils vont revenir au bon sens. Est-ce que vous avez des contacts avec les autorités religieuses et notamment épiscopales catholiques rwandaises afin de faire passer votre message? Avec l'Église du Rwanda, nous sommes dans une association de conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ACEAC. Là-dedans, c'est aussi un lieu où on peut échanger avec eux. Et ce sont des religieux, c'est sûr qu'ils ne peuvent souhaiter que la paix est au Rwanda et au Congo. Des propos recueillis par Olivier Roger. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Ce soir, la République démocratique du Congo, la situation est déplorable dans le territoire de Masisi au nord Kivu, où des groupes armés d'origine tribale sèment la terreur et la mort au sein de la population civile. Ces derniers jours, des affrontements entre les Maïmaï Rayamutomboki, venus du sud Kivu, et les Maïmaï Niatura de la communauté Hutu sont signalés dans plusieurs groupements. Depuis Goma, le point avec notre correspondant Primo Pascal Roudaïgua. La situation sécuritaire est très tendue dans les territoires de Masisi. Presque chaque jour, il y a des affrontements entre les différents groupes armés qui ont pris une connotation tribale. Nzangi Butondo, député national, explique. Il y a des groupes qui sont armés. Nyatura pour les Hutus, Rayamutomboki pour les Tembo, APCLS pour les Houndé, et tous sont en train d'être armés par leurs pères qui sont dans l'armée ou dans les groupes armés autres. Et j'ai l'impression que le clivage est à son niveau le plus maximal. Maintenant, au risque, si on ne prend pas de dispositions urgentes, d'assister à un massacre interethnique terrible dans les Masisi. La population civile est actuellement en débandade dans plusieurs groupements, fuyant les attaques de tous ces groupes armés. Il y a plus de 11 000 familles qui sont dans le cas de Mugunga, qui fuient les combats. Il y a aussi 11 000 familles dans des cas au niveau de Bweremana, et il y a d'autres qui continuent à suivre. Et apparemment maintenant, tous les groupes s'attaquent non seulement aux autres groupes armés, ils s'attaquent directement à la population. Pour Aïyo Bangira Samvura, notable de Masisi, le gouvernement congolais ne doit pas concentrer son attention uniquement vers le M23 à Rutshuru. Il ne faut pas négliger l'ennemi. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands adversaires. Il ne faut pas croire que tous les efforts sont concentrés vers Rutshuru pour M23. Mais aussi, il faut savoir que Raïa Mutomboki vient du sud Kivu, de Chabunda. Il arrive déjà au niveau du nord Kivu. Donc, ce qui fait qu'il ne reste qu'une petite proportion pour que ça fasse des jonctions avec les M23. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, est conscient de cette situation déplorable et envisage des solutions urgentes pour éviter le pire. Nous avons réuni les députés provinciaux et tous les grands notables de Masisi pour qu'on examine à fond cette question. Et il était prévu une descente sur le terrain pour que les uns et les autres aillent parler à leurs communautés respectives de manière à empêcher une escalade de violence qui se transformerait probablement à une lutte interethnique. Parce qu'on se rappelle des années 93 où cela a eu lieu et ça a créé beaucoup de dégâts. Sur ce sujet-là, nous avons quand même l'appui de toutes les communautés qui sont en train de s'investir chacun à ce qui les concerne pour que les miliciens ne puissent pas nous drainer, nous tous, vers des conflits interethniques que nous avons balayés depuis une bonne dizaine d'années. Plusieurs habitants dans cette contrée pensent qu'il faut examiner ce problème avec beaucoup de délicatesse pour ne pas tomber dans les pièges ethniques. Goma, Primo Pascal Roudaïgua, La Voix de l'Amérique. Nous restons en RDC pour la rubrique quotidienne des 100 citoyens journalistes. C'est Madame Mombo de la province du Bas-Congo, principalement dans la ville de Matadi. Maintenant, c'est l'ambiance de la rentrée scolaire. Tous les parents sont en branle pour préparer le retour des enfants de l'école maternelle, primaire et secondaire. On venait de publier les résultats des finalistes, donc ceux qui viennent de terminer leur baccalauréat, et on vient de terminer de publier leurs résultats. Ils sont en route pour l'université. Politiquement, les institutions marchent comme d'habitude, mais dans peu de temps, ce sont les élections du gouverneur et du vice-gouverneur de la province en remplacement du titulaire qui est à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous pouvons vous dire à chaud. Je réponds au nom de Simon Michael Mitonga. Je vous parle à partir de Lubumbashi, la ville
situé dans la province du Katanga, République démocratique du Congo. La ville de Lubumbashi est calme, la situation politique est calme à Lubumbashi. Ce qui est beaucoup plus remarquant dans la ville de Lubumbashi sont les chantiers sur la réhabilitation des routes pour la préparation des festivités de la francophonie qui vont se dérouler en République démocratique du Congo. Dans quelques jours, alors, les travaux sont concentrés beaucoup plus à la réhabilitation des routes ainsi que des places publiques. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, la RDC ou l'ONU se dit profondément préoccupée par des tueries dans le nord-est, le nord de Kivu, précisément dans l'est du pays. De nombreux groupes armés s'organisent et étendent leur influence suite à des attaques brutales qui touchent principalement les civils. Le représentant du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo, Scott Campbell. Nous avons demandé à la FARDC, donc l'armée nationale, de se redéployer dans cette zone qui nous préoccupe énormément aujourd'hui, donc Oufamandou 1, Oufamandou 2, et nous étions encouragés par leur engagement de le faire dans un futur immédiat. L'autre chose que nous exigeons, c'est qu'il y ait des enquêtes judiciaires contre les auteurs de ces massacres, des violations de droits de l'homme qui ont été commises dans cette zone et que les responsables soient traduits en justice. Voilà, vous venez d'entendre Scott Campbell. Il est le représentant du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Commençons ce soir en République démocratique du Congo, où le parti de l'opposant Étienne Tshisekedi, qui se considère comme le président légitime issu des dernières élections, a lancé un cri d'alarme en faveur des habitants de son village dans le Kasaï oriental, le village de Kabea-Kamwanga. Selon l'UDPS, ce secteur a été investi par des hommes en uniforme depuis plusieurs jours et des actes répréhensibles s'y produisent. Écoutons Augustin Kabouya, secrétaire national adjoint au département de communication de l'Union pour la démocratie et le progrès social en RDC. Ce qui se passe à Kabea-Kamwanga, c'est du jamais vu. Les paisibles citoyens de Kabea-Kamwanga sont en train de traverser un moment très difficile de leur histoire. Il y a des militaires lourdement armés qui sont à Kabea-Kamwanga en train d'arrêter, violer et piller. Le mercredi, la nuit, ils étaient dans la résidence du président Tshisekedi en train de chercher les armes et le colonel John Chibango. Avant d'aller plus loin, pouvez-vous rappeler pour nos auditeurs qui est ce colonel recherché? Bon, nous ne connaissons même pas les colonels puisque nous ne gérons pas les ministères de la Défense ou bien nous ne connaissons pas l'effectif de FARDC. Mais selon les informations de notre possession, nous avons laissé entendre que le colonel était à Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Il était colonel de 4e région militaire, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, ils veulent chercher ce colonel à Kabea-Kamwanga, sous prétexte qu'il se cache dans la résidence du président Tshisekedi. C'est pourquoi ils se comportent de cette manière-là. Je vous ai dit qu'ils sont en train de piller, mettre mal à l'aise les paisibles citoyens. Ils ont violé même des femmes là-bas. Et cette situation persiste jusqu'à présent? Oui, ils sont encore là. Et ces éléments, ce sont des membres de l'armée régulière de la RDC? Selon les informations à notre possession, on nous a laissé entendre qu'ils sont des militaires, mais nous ne connaissons même pas leurs origines. Bon. Moi, je voulais préciser une chose. Chaque fois, les gens parlent de la situation de l'Est. Ce qui se passe à l'Est, c'est ce qui se passe maintenant à Kabea-Kamwanga. La population est en train de souffrir. Qu'est-ce que vous réclamez exactement? Nous voulons que la communauté internationale s'implique dans cette situation, comme elle est en train de s'impliquer dans la situation de l'Est. Puisque nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait une politique de deux poids deux mesures. De l'autre côté, on condamne les gens qui pillent, qui violent les femmes à l'Est. Et au centre, le même problème se passe sous les yeux de la communauté internationale et on ferme les yeux. Ce n'est pas vraiment du tout acceptable. Puisque la MONUSCO est ici, la MONUSCO est en Bujimaï, la MONUSCO est au courant de tout ce qui se passe à Kabea-Kamwanga. Augustin Kabouya de l'UDPS. Contacté à Kinshasa, le ministre de la Communication Lambert Mende a apporté un démenti catégorique aux allégations de M. Kabouya et de son parti. M. Mende a tenu à préciser que les autorités congolaises se réservent le droit d'effectuer des perquisitions partout sur le territoire national. D'abord, nous n'avons aucune information qui nous parle de Kabea-Kamwanga. Nous savons qu'il y a 18 militaires qui ont quitté leur unité avec le lieutenant-colonel John Chibango, qui est un déserteur recherché par la police militaire pour être présenté à la justice militaire.
un mandat d'amener a été émis contre John Kibangu et il y a plusieurs localités où des informations arrivent à la police militaire indiquant qu'il se trouve, qui font l'objet de recherches. Vous savez, une perquisition, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça se fait partout dans les États de droit. Un criminel est recherché, la police perquisitionne. Kabea Kamwanga ne bénéficie pas de l'extraterritorialité parce que ça serait le village de M. Tshisekedi et donc des perquisitions ont lieu. On perquisitionne tout le temps et partout en République démocratique du Congo qui est un grand pays, la justice fait son travail. Ce n'est pas parce qu'on perquisitionne à Kabea Kamwanga qu'on persécute les gens. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu des perquisitions à Kabea Kamwanga. Il y en a eu dans d'autres villages, oui, nous disons. Et si M. Kibangu est signalé à Kabea Kamwanga, il y aura des perquisitions à Kabea Kamwanga. Alors, Augustin Kabouya, on vient de l'entendre, a dit qu'il y a des cas de viol, il y a des violations graves qui sont en train d'être perpétrées à l'instant même où nous parlons par des hommes en uniforme à Kabea Kamwanga. Tout d'abord, nous sommes tout à fait contre toutes les violations qui peuvent pénaliser les citoyens congolais. Si ce monsieur Kabouya a des indications précises, c'est-à-dire des noms de personnes qui seraient victimes de ces violations et des indications précises, je me demande comment il peut se faire que des violations ont lieu maintenant, quelque part où il n'y a même pas de réseau téléphonique et il est en train de vous informer que ça se passe maintenant. C'est de la légende. Mais si cela est vrai, nous l'invitons à dénoncer ces faits aux autorités judiciaires et je peux mettre ma main au feu que ces faits seront l'objet de sanctions et de poursuites pénales. Mais j'ai l'impression qu'on est encore une fois en face des propagandistes qui essayent de faire feu de tout bois pour gérer leur échec électoral. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. C'est Henri Siro, journaliste et citoyen pour la ville de Beni. Les informations sur place, on peut parler d'une école qui vient à peine de voir les jours pour l'année 2012-2013. C'est Beni International School, créé par le maire honoraire de la ville de Beni, Ghislain Mfunza Baengo. Le dimanche passé, il a mis le profil de son école au vu de tout le monde, où on pouvait voir les autorités académiques et aussi les autorités scolaires de la place. Les échanges ont été abordés pour que les parents tiennent compte et envoient leurs enfants à cette école. Rappelons que cette école, on peut compter l'école primaire, la branche et aussi l'école secondaire. Avec les moyens développés, les outils informatiques, les élèves auront la facilité de maîtriser les outils informatiques et aussi à suivre les cours avec les élèves de la même école qui se trouvent à l'étranger. Je pense que c'est tout comme les formations ici à Ville de Beni. Richard, journaliste citoyen en Mbuji-Mayi au Kasaï oriental pour le compte de la Voix de l'Amérique. L'actualité en Mbuji-Mayi, c'est la défection du colonel Tshibangu de la 4e région militaire du Kasaï occidental qui aurait fait son passage à Mbuji-Mayi au Kasaï oriental dans un des territoires, les territoires de Miabi. Cela met tout le monde en ebois à un point de presse par l'autorité provinciale suivi d'une conférence qu'il a tenue à propos. Le dernier conseil de sécurité de ce jeudi a abouti à la mise à prix de la tête du colonel Tshibangu. Le gouvernement provincial aurait mis en jeu $20 000 pour toute personne qui pourra dénoncer sa présence dans une des localités. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'apprendre le retrait de 280 de ces soldats qui étaient engagés dans des opérations conjointes de pacification avec l'armée de ce pays dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'annonce le ministère de la Défense à Kigali. Il s'agit de forces spéciales qui participaient à des opérations de sécurisation dans l'est du pays depuis 2009. Des soldats dont on pensait qu'ils avaient quitté le territoire congolais depuis un bon moment. Ils se trouvaient dans le territoire de Rutshuru. Selon le ministère de la Défense, le ministre de la Défense, il devrait repasser la frontière samedi. À Kinshasa, un porte-parole militaire congolais déclare à nos confrères de l'AFP pouvoir confirmer ce départ. Vous écoutez Zapping Info Congolaise.
Les enfants des rues de Kinshasa sur les écrans de la Mostra de Venise. Oui, la Mostra de Venise, c'est l'un des plus grands festivals de cinéma qui a commencé officiellement cette semaine. La plus prestigieuse récompense, c'est le Lion d'Or, mais il y a d'autres catégories. En tout, 50 longs métrages ont été sélectionnés pour la compétition. Parmi tous ces films, il y en a un qui a marqué le public et notre envoyée spéciale à Venise, Sophie Torlotin, c'est le film Kinshasa Kids, un vrai faux documentaire saisissant d'un réalisateur belge. Un exorcisme pratiqué sur des enfants terrifiés, accusés de sorcellerie au milieu d'une foule en transe. C'est sur cette séquence impressionnante de vérité que s'ouvre Kinshasa Kids. L'illusion documentaire est parfaite, d'autant que quelques minutes après, en suivant l'un de ces gamins fugueurs appelés à grossir le contingent des enfants des rues, la caméra filme un véritable accident de la route. Et pourtant, le réalisateur belge Marc-Henri Wensberg a bel et bien réalisé une fiction. Une histoire qui suit différents personnages, un groupe d'enfants apprentis musiciens, des policiers tour à tour racketteurs et généreux, une musicienne cuisinière. Tous ces personnages sont reliés par une passion pour la musique et la volonté, malgré tout, de s'en sortir. Kinshasa Kids avance sur une corde raide, sans misérabilisme, mais sans angélisme non plus. La ville elle-même et l'énergie qui s'en dégage est l'un des personnages de ce vrai faux documentaire. De même que la musique, élément fondamental, voire vital pour ces Quinois. Pour preuve, la présence amicale de Papa Wemba qui fait une apparition et la révélation d'un musicien, Bebson de la Rue, qui va enregistrer un album grâce à ce film. Sophie Torlotin, Venise, RFI.